à dire. Chaque banque centrale crée des liquidités nouvelles par expansion des actifs qu'elle détient. Mais il faut bien comprendre que c'est fondamentalement différent du fonctionnement d'une entreprise privée. Une entreprise privée doit d'abord récolter des fonds avant d'acheter des facteurs de production. Et soit ce sont des fonds qui sont des fonds propres, soit ce sont des fonds qui ont été acquis par une transaction de crédit. Ce n'est absolument pas la même chose pour une banque centrale. Une banque centrale acquiert des actifs en créditant les comptes de l'institution dont elle achète l'actif. Ou, bien plus souvent dans la zone euro, tout simplement en faisant crédit à l'institution dont elle crédite le compte. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité à écrire ici acquisition d'actifs. Elle n'a pas besoin de ressources propres au départ, la Banque centrale. Et c'est précisément ce processus d'augmentation de son bilan par crédit du compte de l'institution dont elle achète un actif ou à laquelle elle fait un crédit, qu'on appelle la planche à billets. Chose importante à mentionner, la Banque centrale est peu limitée dans son choix de prix auquel elle peut acheter un actif, parce que précisément, elle n'a pas besoin de fonds propres. On va revenir un peu plus tard. Donc c'est tout à fait différent du fonctionnement d'une entreprise, et cela peut poser la question dans quel sens on peut parler de bilan d'une banque centrale. En réalité, il faut voir dans le bilan d'une banque centrale plutôt une espèce d'esquisse de la manière dont toute nouvelle monnaie de base a été créée. Ça nous permet de voir en réalité qui ont été les premiers bénéficiaires ou qui sont les bénéficiaires intermédiaires à un moment de la circulation de la nouvelle monnaie qui est créée. Il y a 4 éléments que je voudrais discuter à l'actif de l'eurosystème. Je commencerai d'abord par les opérations dites de politique monétaire, qu'on appelle parfois open market, opérations d'open market. Aux États-Unis, ces opérations consistent en achat ferme d'actifs. Dans la zone euro, c'est un peu différent. Il s'agit de prêts avec collatéral, autrement dit avec garantie, des prêts sur gage aux banques. Comment ça fonctionne concrètement? L'eurosystème établit une liste unique du collatéral éligible, donc c'est une liste avec des milliers et des milliers de titres où chaque actif financier que l'eurosystème accepte comme garantie est inclus. L'idée est qu'une banque centrale prête aux établissements de crédit uniquement lorsque ces établissements disposent de garanties très liquides qui pourraient être liquidées à tout moment pour rembourser la banque centrale. C'est ça l'idée de départ. Il y a différents types d'actifs qui sont acceptés. Ce ne sont pas que les titres de dette publique, ce sont également des titres privés auxquels on applique en réalité des décotes. Donc, si on a un titre qui a une maturité résiduelle de 2 ans, c'est un titre qui est considéré avec un faible risque et par conséquent, il aura une très faible décote qui sera appliquée par la banque, par l'eurosystème. Si c'est un titre qui a une maturité résiduelle de 10 ans, on va lui appliquer une décote plus importante. Autrement dit, pour emprunter 100 unités monétaires, il faudra soumettre 110 unités ou 120 unités nominales de collatéral. Et il y a des appels de marge journaliers, ce qui veut dire que si la valeur du titre constatée sur le marché diminue,
alors la banque devra soumettre du collatéral supplémentaire. Donc ces deux opérations, la décote, ce qu'on appelle haircut, et les appels de marge, font partie de la gestion du risque d'une banque centrale, puisqu'une banque centrale est censée ne pas prendre de risque dans ses opérations. Alors, ces opérations de politique monétaire donc, sont des prêts qui, traditionnellement, sont des prêts renouvelables avec une durée initiale d'une semaine ou de 3 mois. Donc on fait la distinction entre les opérations principales de refinancement, où les banques vont chaque semaine emprunter à la Banque centrale et renouveler leurs prêts, soit des opérations donc de plus long terme. Quelques changements structurels peuvent être observés depuis la crise. Alors, d'abord, depuis la crise, il y a une allocation totale de toutes les demandes à un taux prédéterminé. Ce n'était pas le cas avant. Avant, toutes les banques étaient en concurrence selon un système d'enchères et la Banque centrale déterminait également le montant des réserves. Il y avait un montant fixe et les banques se faisaient concurrence entre elles. Ce n'est plus le cas, donc aujourd'hui, il y a une provision illimitée de liquidités aux banques. Chaque banque peut emprunter autant qu'elle désire. Les opérations ont vu leur terme s'allonger. Il y a eu des opérations de 6 mois, d'1 an, et dernièrement, il y a eu 2 opérations de 3 ans. Autrement dit, les banques ont pu fixer une provision de liquidité à un taux prédéterminé pour les 3 années à venir. Il y a eu une extension du collatéral. Alors, extension phénoménale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, presque tout est collatéral. Le professeur Jiménez-Roche disait tout à l'heure qu'il n'y a que les titres AAA qui sont considérés comme étant de bonnes garanties. C'est toujours nominalement vrai, mais dans la pratique, on accepte tous les titres. Il suffit, par exemple, pour un gouvernement comme le gouvernement grec, qui est coté spéculatif, les règles ont été assouplies. Aujourd'hui, l'Eurosystème considère que lorsqu'un gouvernement qui ne peut donc plus se financer sur le marché privé, lorsque ce gouvernement bénéficie d'un programme de soutien international, ces titres de dette sont de nouveau éligibles. L'hypothèse étant qu'il n'y aurait pas de programme si ce gouvernement n'était pas certain de revenir sur le refinancement privé. Bon, c'est une hypothèse qu'on peut discuter. Donc aujourd'hui, il y a tout un ensemble de gouvernements qui bénéficient de cette dérogation. Le Portugal aussi, et ainsi de suite. Alors, grand problème également, je fais référence à la liquidité du collatéral, au fait qu'il doit avoir un prix de marché. Mais que faire avec des actifs qui n'ont plus de marché et qui sont acceptables comme collatéral? Eh bien là, il faut faire référence à un modèle théorique ou à un modèle interne d'évaluation de la valeur du collatéral. Et c'est exactement ce qu'on pratique. Déjà, il y a bien longtemps, 95% des titres acceptés en collatéral n'avaient plus de valeur marchande comme point de référence pour l'évaluation de ces actifs, mais des modèles théoriques, ce qui permet en fait de surestimer la valeur des actifs portés en garantie. Alors j'ai dépeint ici la répartition des opérations de politique monétaire depuis la création donc, de l'euro, leur division entre opérations principales, donc hebdomadaires, et opérations de plus long terme. Et donc on constate que les opérations principales ont perdu en réalité leur importance. Ce ne sont plus que les opérations de plus long terme qui prédominent. L'intérêt des opérations hebdomadaires pour l'Eurosystème était de déterminer le taux d'intérêt en fait sur le marché interbancaire. Mais aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de sens. En réalité, aujourd'hui, les banques ont tellement de liquidités qu'elles n'ont plus besoin d'aller toutes les semaines se réapprovisionner en liquidités. Parce qu'il y en a énormément. Ce qui se passe, c'est que les opérations principales hebdomadaires sont devenues en réalité un petit peu les opérations
ce qui était avant les opérations de prêt marginal, on pourrait dire. Oui, j'aurais dû peut-être dire que dans les opérations d'open market, bon, il y a deux opérations principales de plus long terme et les hebdomadaires. Il y a également trois autres petits types d'opérations, mais ça n'a vraiment plus tant d'importance. Alors, l'autre élément que je voudrais souligner, c'est l'achat direct d'actifs financiers. Donc, l'Eurosystème a commencé à pratiquer cette pratique par des interventions directes sur le marché secondaire. Sur le marché primaire, c'est interdit puisqu'il y a une indépendance de l'Eurosystème des gouvernements. Et donc, les banques centrales ne sont pas censées acheter sur le marché primaire, donc de l'émission de dette nouvelle, d'acheter directement des titres de dette. Bon, c'est une interdiction qui a peu de sens parce que les banques commerciales peuvent acheter en se réapprovisionnant initialement en liquidité. Ou l'Eurosystème peut aller acheter directement sur le marché secondaire. Et comme le marché secondaire et primaire communiquent, bon. Alors, il y a eu quelques interventions spécifiques, trois types de programmes depuis la crise. Donc, le marché des obligations de banque, ce qu'on appelle covered bonds. Donc, c'est une espèce de asset-backed securities qui sont créées par des banques, que les banques s'achètent entre elles. Pour 71 milliards. Le programme dit marché financier, 209 milliards, qui avait pour objectif précisément de soutenir la dette des gouvernements dits périphériques. Et depuis 2-3 semaines, le programme dit transaction monétaire directe, qui est censé reprendre le programme marché financier et il est amené à croître. Alors, quel est l'intérêt de faire ces achats d'actifs financiers, ces achats directs? Eh bien, il s'agit d'abord de créer un support du prix des actifs financiers et donc de créer une référence d'évaluation, une référence artificielle, parce que la valeur sans ces interventions aurait été bien plus faible. Il y a un double avantage pour les banques vendeuses. D'abord, ça leur permet d'éviter des pertes sèches. Autrement, ces actifs, à un moment donné, il faut les noter à leur valeur de marché. Et donc, il y a des pertes à réaliser. Et évidemment, ça permet de réduire les besoins en capitaux propres parce que la banque vend un titre risqué et obtient des liquidités auprès de l'Eurosystème. Liquidités contre lesquelles la banque n'a besoin de garder aucun capital propre puisque ces liquidités sont considérées comme étant sans risque. Et donc, selon les accords de Bâle, il n'y a pas besoin de capital propre. Double motivation pour les autorités, c'est ce qu'on nous dit. Il s'agit de promouvoir la stabilité financière. Alors, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par stabilité financière? Eh bien, c'est précisément maintenir les banques et le système bancaire tel qu'il est. Et éviter que des banques réalisent des pertes et fassent faillite. Et restaurer ce qu'on appelle les canaux de transmission. Et ça, c'est la rhétorique. Alors voilà l'importance qui est de fait sous-estimée des actifs financiers détenus directement par l'Eurosystème. Cette augmentation en 2009 est due à une reclassification d'actifs. Donc une augmentation nette de quelques 300 milliards d'euros. Alors, la Banque centrale joue également un rôle en tant que prêteur en dernier ressort. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de donner des liquidités ultimes en cas véritablement d'absence de collatéral éligible. C'est ce qu'on appelle l'assistance, Emergency Liquidity Assistance, donc assistance d'urgence en liquidité. C'est quelque chose qui est alloué à la discrétion de chaque banque centrale nationale. Toutes les 2 semaines, la Banque centrale nationale qui décide de cette allocation de liquidité pour une institution particulière doit informer le Conseil des gouverneurs qui doit accepter une limite qui lui est proposée et qui doit ne pas rejeter la demande. Il n'y a pas véritablement système d'approbation préalable. C'est censé se faire avec un taux de pénalité
Par exemple, 200 points de base au-delà du taux de refinancement principal qui aujourd'hui est de 0,75%. Donc, par exemple, cette liquidité est octroyée à 2,75.